Vous avez le goût d'investir en immobilier? Je vais vous partager comment moi et ma conjointe, on a décidé d'investir en immobilier, ou plutôt comment on a fait nos choix d'immeubles à revenus pour voir, pour que ça soit, qu'on se rende aujourd'hui à une situation où on est propriétaire de 42 logements et puis qu'on réussit à quand même bien s'en tirer avec ces 42 logements-là. Vous allez entendre parler de revenus bruts, de savoir comment prendre ton immeuble va prendre de la valeur avec le temps. Est-ce que je veux faire des flips ou pas? Il y a plein de stratégies en immobilier. Je vous dis pas qu'on a la meilleure, mais on en a une qui a fonctionné avec nous. Faut comprendre qu'on est en 2023 aujourd'hui. Les immeubles qu'on a achetés, on les a achetés sur les 23 dernières années. Donc, la situation était probablement très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je vais vous partager la situation ou l'option qu'on a prise. Fait que de notre côté, ben, tu sais, des livres en immobilier, j'en ai lu, j'en ai 3 en avant de moi, j'en ai lu des dizaines avec toutes sortes de stratégies, toutes bonnes, aussi bonnes une que l'autre, mais avec des risques différents. Et puis, peut-être dans le niveau aussi de progression qui est un peu différent d'une stratégie à une autre. Dans notre cas, notre stratégie a toujours été quand je travaillais à long terme, je travaillais de façon journalière, c'est-à-dire dans mon emploi auparavant, on prenait cet argent-là pour vivre au jour le jour. Notre stratégie a été d'investir en immobilier pour le long terme. Notre slogan ou notre mantra, c'était « Moi, je travaillais pour nous faire vivre aujourd'hui », si on recule dans le passé, et puis ma conjointe travaillait pour nous faire vivre plus tard. Donc, un jour, on prévoyait vivre de nos revenus de retraite. Fait que c'est un équilibre entre des placements dans des REER et des placements en immobilier qui nous permettraient de pouvoir vivre éventuellement de nos placements immobiliers. Nos placements immobiliers ou nos achats d'immeubles à revenus ont toujours été faits en prenant compte qu'on était capable d'avoir un cash flow positif quasiment à l'achat, sinon à l'achat. Un cash flow positif, pour expliquer à tout le monde, c'est je prends le total de mes revenus. Fait que j'ai un immeuble, admettons, qui me rapporte 10 000 $ par année, ce qui n'est pas beaucoup, on s'entend aujourd'hui. Fait qu'admettons que j'ai un duplex, puis un logement en bas me rapporte 2500 dans l'année, puis un logement en haut me rapporte un 2500. J'ai un total de 10 000 $ de revenus dans mon année. Fait que mes revenus, moins toutes mes dépenses, que ce soit l'électricité, du déneigement, mes taxes municipales, toutes les dépenses que j'ai besoin de faire pour mes immeubles, ben, faut que mon cash flow soit positif à la fin de l'année. Si j'arrive à moins X dollars, donc mes dépenses sont plus grandes que mes revenus, pour nous, c'était un premier signe de dire « Oh, on est-tu en train d'acheter un bon immeuble ou pas pour nous? » C'est certain qu'il y a toutes sortes de conditions là, qui viennent jouer aussi dans ce côté-là. Je peux acheter un immeuble qui n'est pas à cash flow positif dans le court terme, mais c'est un immeuble qui est quand même récent, qu'on sait qu'il va prendre de la valeur dans le futur parce qu'on est dans un nouveau quartier. Les loyers, les 5 premières années vont s'ajuster. Donc, ma première année, vu que c'est un immeuble neuf, ceux qui ne connaissent pas la règle, les 5 premières années d'un immeuble neuf, les loyers peuvent être ajustés. Il n'y a pas de limite dans l'ajustement des coûts de loyer. Tout ça pour permettre de pouvoir offrir du logement, d'avoir du financement pour pouvoir bâtir des immeubles, pour pouvoir offrir du logement aux futurs locataires. Fait que, comme je dis, il y a toutes sortes de situations. Dans notre cas, on a décidé de choisir des immeubles à cash flow positif. Je le sais tout de suite, là. Plusieurs d'entre vous allez me dire « Ouais, mais ça n'existe plus, ça se fait pas, puis c'est impossible. » C'est quand même la stratégie qu'on a prise et c'est quand même celle qui a fonctionné pour nous parce qu'on a toujours acheté ou à peu près à un cash flow positif. Ce qui nous a permis, pendant les 23 dernières années, d'acquérir notre parc immobilier. Ce que ça permet de faire, donc, en ayant cette pensée-là en tête, ce qu'on se disait, c'est que le deal
le bon deal se fait toujours à l'achat. Si on achète au bon prix, un jour, on va pouvoir concrétiser en faisant une certaine vente et en accumulant aussi pendant toute la période où l'immeuble est à nous, il va y avoir de l'actif qui va prendre la valeur. Fait que dans notre cas, en ayant des immeubles à cash flow positif, ce que ça nous a permis de faire, c'est de maintenir les coûts des loyers de nos locataires à un niveau raisonnable, je veux dire, ou équilibré, équitable pour les locataires et nous comme propriétaires. Ce qu'il faut comprendre, un propriétaire revenu, c'est pas un OSBL, c'est pas un organisme sans but lucratif. On s'entend que tous les propriétaires immobiliers dans le privé qui investissent sont là pour faire de l'argent. Si je placerais mon argent dans un réel, je m'attends à des rendements positifs, je m'attends à la même chose du côté du rendement de mon immeuble. Fait qu'il faut toujours balancer entre, OK, c'est quoi les coûts d'opération de mon immeuble et c'est quoi mes revenus que j'ai. Et puis tout ça doit être fait du côté d'avoir un positif de ce côté-là. C'est de là qu'on va aussi parler du revenu brut, du nombre de fois les revenus bruts pour l'achat d'un immeuble. Je reviens à mon exemple. J'ai un immeuble qui me rapporte 10 000 $ par année. Donc, si je veux acheter dans plusieurs livres, en tout cas dans des dans des livres qui datent quand même de quelques années, je dis vieux, mais c'est quand même de quelques années, on disait qu'il fallait toujours acheter à 10 fois ou moins les revenus. 10 fois ou moins les revenus annuels. Donc, si j'ai mon revenu annuel de 10 000 $, je le multiplie par 10, ça veut dire que ça me donne un montant de 100 000 $. Mon immeuble ne devrait pas être payé plus de 100 000 $ pour me donner cette règle du pouce-là. C'est toujours ce qu'on a essayé de faire lors de nos achats. À un immeuble près, là, on a toujours été dans ce range-là. Ce que ça permet de faire, comme je vous disais tantôt, ça permet de garder un coût de loyer qui est quand même raisonnable pour nos locataires. C'est sûr qu'il peut y avoir des surprises ou des événements de la vie qui vont faire que ça va être plus difficile, mais ça vient aider de ce côté-là. L'autre chose que ça permet de faire, ça te donne une bonne marge de manœuvre aussi pour pouvoir réinvestir dans tes immeubles pour pouvoir les améliorer sur le long terme. Parce qu'on s'entend souvent des immeubles aujourd'hui qui vont être achetés à 10 fois ou moins les revenus bruts annuels. Ça se peut qu'il y ait un peu d'amour à faire. Fait que c'est très important quand on fait le choix de notre immeuble de faire la tournée, de voir c'est quoi les réparations qu'il y a à faire dans le futur pour cet immeuble-là. On parle-tu de toit, on parle-tu de fenêtre, on parle-tu de porte, on parle-tu d'électricité, de plomberie. Okay? Quand on arrive dans des vieux immeubles, il y a plusieurs choses à considérer de ce côté-là. Mais si on a cette marge de manœuvre-là en cash flow positif, mais ça nous permet de pouvoir réinvestir et améliorer un peu l'immeuble de ce côté-là. Fait que c'est vraiment une question d'équilibre. Ce qui est aussi très important quand on fait l'achat d'un immeuble, c'est de s'assurer de voir la qualité des locataires qu'on a dans l'immeuble. La qualité étant des gens qui sont respectueux du loyer, respectueux des propriétaires et respectueux des locataires voisins de l'immeuble. Donc, s'il rencontre ses engagements financiers et puis est respectueux de l'immeuble, des locataires et des propriétaires, je pense que c'est un très bon achat. Parce que, comprenez-moi, la gestion des locataires, c'est probablement la partie la plus demandante ou la plus difficile, je vais dire, dans toute la gestion d'un immeuble. Quand on parle de changer une fenêtre, changer un toit, ça dure une semaine, ça dure 2 semaines, c'est une rénovation, c'est à court terme, on sort de là, c'est fini, on n'en parle plus, c'est terminé. Quand on parle de locataires à problème, que ce soit du trafic de stupéfiants, de la prostitution, je brise le logement, je dérange, j'ai toujours de la musique forte, un paquet de choses comme ça, ben vous comprendrez que là, c'est dérangeant pour les locataires, tu reçois beaucoup d'appels, c'est exigeant puis ça coupe plusieurs heures de sommeil. Donc, les locataires, très important à valider. La qualité de l'immeuble,
Fait que la qualité des locataires, la qualité de l'immeuble, dans quel état il est, qu'est-ce que j'ai à faire comme investissement à court, moyen, long terme que je peux prévoir dans mes dépenses. Et puis, après ça, ben, mon revenu brut, fait que mon nombre de fois mes revenus bruts par rapport à l'achat du montant d'achat de mon immeuble. L'autre chose qu'on peut regarder, qui est très intéressante à regarder, c'est aussi l'appréciation qu'on peut avoir sur un immeuble dépendant de sa localisation dans sa ville, dans son village, où ce qu'il est. Si on va s'installer dans un coin perdu, peu importe où ce qu'on est, puis que la possibilité d'avoir de grandir cet immeuble-là ou de l'ajuster ou ben, qui ne prendra pas de valeur, ben, c'est peut-être pas la bonne approche. Tandis que si je vais m'acheter un immeuble dans une municipalité qui a des investissements d'infrastructures en cours, des nouvelles industries qui viennent s'installer, je suis près d'un grand circuit routier ou du transport en commun, un nouveau REM qui est en train de s'installer à Montréal, je m'en vais, j'achète un immeuble à côté à bon prix, puis je sais que le REM s'en vient dans 2 ans, ça peut être un excellent achat. Fait que c'est toutes des petites choses qu'il faut retenir. Ça peut jouer là-dedans. Ce que personnellement j'aime moins sur l'appréciation sur le long terme, c'est que c'est moins quelque chose qu'on a le contrôle habituellement. Fait que c'est pas nous qui avons les 2 mains sur le volant pour prendre les décisions puis tourner aux bons endroits. On est dépendant de décisions d'autres personnes ou d'investissements de développement d'infrastructures qui ne sont pas de nous. Parfois, fait que ça peut venir jouer de ce côté-là. Fait que, hey, je voulais vous donner ce petit topo-là, vous expliquer comment nous, on l'a fait, puis ça a fonctionné pour nous, jusqu'à date, en tout cas, 23 ans plus tard. Fait que j'espère que ça va vous avoir aidé. Posez-moi des questions si vous voulez, dans le bas de la vidéo. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Mais je pense que ça va donner un bon guide de départ sur une première réflexion sur comment choisir son immeuble pour un premier investissement. Fait que bonne chance, puis on se rejase une prochaine pour d'autres histoires de proprio.